L'intervention, communication que nous allons avoir porte sur la conscience citoyenne au Sénégal de 1900 à nos jours, rupture, de 1960 à nos jours, rupture ou continuité. Elle sera faite par Madame Penda Mbow, comme a dit Nyoro, nous ne la présentons plus. Elle est connue aussi bien au niveau national, régional qu'international. Elle fait la fierté non seulement de toute la population sénégalaise et particulièrement des femmes sénégalaises. Je pense qu'il serait très long de dire tout ce que Penda a eu comme distinction académique, aussi bien, encore une fois, au niveau national ou international. Nous savons qu'elle est maître de conférences d'histoire médiévale à l'université Cheikh Anta Diop. Elle a été ministre de la Culture et actuellement, elle est ministre conseiller auprès du chef de l'État. Ce que je pourrais ajouter, c'est que dès 1999, déjà en 1999, elle était grand commandeur de l'Ordre national du mérite et qu'en 2003, elle a été chevalier de la Légion d'honneur française. Je pense que le cursus est significatif. Ce n'est pas la peine, je pense, d'en rajouter. Tout le monde sait qui est Penda. Je vais donc sans plus tarder passer la parole à Penda pour son intervention. Merci beaucoup, Dior. Merci, Nyoro, de nous avoir invités. De nous avoir invités cet après-midi. J'avoue que je suis de nature très optimiste. Mais depuis un certain temps, je suis habitée par le doute, la perplexité, et j'ai le sentiment que mon engagement précoce, qui m'a pris toute ma jeunesse, une bonne partie de ma vie d'adulte, n'a pas servi à grand-chose. Et que finalement, il est extrêmement difficile de transformer un pays en profondeur sans passer par un certain nombre d'étapes sur le plan historique. Je crois que l'approche sur la citoyenneté qui nous réunit, elle est fondamentale. J'avais pensé depuis très très longtemps qu'on pouvait faire l'économie des différentes étapes qu'on a connues en Occident, où on a vécu une certaine accélération de l'histoire entre la féodalité et les différentes révolutions, même les différentes guerres mondiales, qui ont transformé en profondeur la société, et que nous pouvons faire l'inverse en nous appuyant, en transformant notre société à partir d'un engagement citoyen. J'avais pensé que c'était possible, mais que finalement, quand on y réfléchit, avec les résultats obtenus, c'est vrai que la violence, elle est inhérente même à l'histoire des sociétés humaines. On ne peut pas faire l'économie d'une transformation parfois dans la douleur des sociétés humaines. Et l'exemple du Sénégal est là. Ce pays, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour élever la conscience citoyenne? Qu'est-ce que les intellectuels n'ont pas fait pour apporter la transformation? Ce matin seulement, je lisais un texte de Sheldon Gellar où il faisait encore référence à Pathé Diagne, les nombreuses réunions qui étaient convoquées justement pour poser le débat sur la conscience citoyenne. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? Mais pour quel résultat? Ce que Nyoro vient de dire est assez illustratif. Et j'y reviendrai tout à l'heure. On ne peut pas parler de cette citoyenneté sans l'approche historique fondée sur une pensée aristotélicienne. La citoyenneté doit être étudiée dans cette perspective historique, parce qu'il s'agit d'abord de la liberté du citoyen, ce qui lui permet de se déterminer par rapport à lui-même,
La référence à un bien commun. Quelle est la signification du bien commun dans notre pays? Bien commun dans la cité, supérieur aux intérêts particuliers. Pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, nous sommes capables de transcender les intérêts particuliers pour justement aller vers le sens commun, l'intérêt général? J'ai de plus en plus le sentiment que notre société est une société fondamentalement féodale parce que nous n'arrivons pas à dépasser le particulier pour embrasser toute la collectivité, avoir une réflexion, en tout cas un engagement pour la collectivité. D'une part. Et d'autre part, l'élément dominant, moteur de notre société aujourd'hui, et c'est vrai, c'est la religion, ce qui fait que la question qui est posée tout à l'heure par Ndioro sur la laïcité est un débat fondamental pour le devenir de notre pays. Donc la référence au bien commun. Enfin, la question de l'égalité qui permet à tous les citoyens de concourir à la formation de la loi et les soumet la loi à ses obligations, soumet les citoyens à ses obligations. Les mêmes individus peuvent être des gouvernants comme ils peuvent être gouvernés. Donc la citoyenneté est à la fois jouissance de la chose publique, je l'ai déjà dit, la res publica, et participation active aux affaires publiques, civitas, et à la fois droit de cité et citoyenneté. Et nous avons aujourd'hui la citoyenneté contemporaine avec des valeurs fondamentales que sont la démocratie, la liberté, la tolérance, la laïcité. Et cette citoyenneté, elle se veut active parce que citoyenneté, vigilance, elle est vigilance soucieuse du respect des droits de l'homme dans le monde, dans tout ce qui nous entoure, ce qui fait que nous sommes non seulement des citoyens dans notre propre pays, dans notre propre nation, mais aussi citoyens du monde par rapport à des questions qui nous interpellent et qui rendent complexe la situation, la question de l'immigration, le problème du changement climatique, etc. et tant d'autres problèmes. Alors le Sénégal est un pays, je vais le rappeler très vite pour revenir sur ce qui nous intéresse vraiment, où la citoyenneté n'a jamais déserté l'espace public. Je commence d'abord par une loi qui est une loi essentielle parce que tout le monde sait que lorsque le Sénégal a été colonisé, enfin le territoire qui est Sénégal aujourd'hui, qui est le Sénégal, il y avait deux types d'individus dans notre pays. Il y avait les citoyens, mais il y avait aussi ceux qui étaient régis par le code de l'indigénat, les indigènes, qui eux-mêmes n'avaient pas tous les droits. Alors, Fembaïgué, notre professeur, avait l'habitude de nous faire rire en disant que lorsqu'ils étaient dans l'armée coloniale, les citoyens avaient droit, comme dessert, à une pomme, alors que l'indigène, lui, on lui donnait un morceau de cola ou bien du manioc. Déjà, jusque-là, la différence, on le voyait. Mais le système de l'indigénat, c'est un Sénégalais. Vraiment, un Sénégalais, Lamine Gueye, qui s'était battu déjà en 1946, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour que la loi Lamine Gueye fasse de tous les administrés de l'Empire des citoyens, qu'il y ait égalité, qu'il n'y ait plus de sujet soumis au code de l'indigénat, et que parce qu'ils avaient le droit de payer les impôts et de mourir pour la patrie, mais ils n'avaient pas des droits civiques, ils ne comptaient pas dans les droits politiques. C'était ça la grande différence. Tandis que ceux qui vivaient dans les 4 communes, Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis, avaient des droits politiques, ce qui fait que les femmes de ces 4 communes ont voté même bien avant beaucoup d'autres hommes à travers le monde. Absolument. Donc la loi, mais on n'a pas appliqué dans l'immédiat, justement, la loi Lamine Gueye. Il y a eu beaucoup d'obstacles que je ne pourrais pas justement développer ici. Il faudra peut-être attendre la loi cadre en 1956, introduite par Gaston Defferre avec Houphouët-Boigny, pour qu'on en arrive vraiment à des changements en profondeur et qu'on arrive au collège unique.
Donc, vous savez que cette question de la citoyenneté n'est pas du tout une question nouvelle pour les Sénégalais. Mais, qu'est-ce qui s'est passé véritablement pendant toute cette période-là? Le Sénégalais était à l'avant-garde. Et ça, ce sont les intellectuels sénégalais qui l'ont fait. Parce que la première chose évidente, c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand des Sénégalais, à travers, derrière le mouvement de la négritude, peut-être même pas la négritude, mais ce que j'appelle présence africaine, la génération de présence africaine, a commencé à développer un certain nombre d'idées questionnant justement le problème des droits dans la société française. Depuis cette période, on peut dire qu'il y a eu un engagement citoyen pour une transformation en profondeur de notre société. Je me réfère au texte fondateur de Alioune Diop dans Présence africaine Niamgoura, où il définissait l'importance de l'engagement, mais aussi la participation et le droit à l'éducation, pourquoi ils devaient tous revenir ici en Afrique et apporter cette transformation. Alors en 1960, très rapidement, le Sénégal devint indépendant et le président Senghor, une des actions phares, je peux dire, du président Senghor, c'est la création de ce qu'on appelle le comité des options, dirigé par Mamadou Dia. Et l'objectif du comité des options, c'était justement de réfléchir sur l'élaboration d'un code de la famille. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas véritablement le code de la famille, mais la vision que le président Senghor et ses contemporains, en tout cas ce qui l'entourait, avaient justement de la citoyenneté. Dans ce code, il était question d'unification de la citoyenneté, d'avoir une citoyenneté commune unifiée. Parce que le Sénégalais était régi par différentes lois. La loi de l'indigénat, qui n'avait pas disparu, ou bien la loi autour de la coutume, la loi, justement, comment on appelle ça, issue du code napoléonien, et puis il y avait la charia musulmane, qui intervenait beaucoup sur les questions de famille liées au mariage. Il fallait aller vers une unification et qu'il y ait une seule citoyenneté au Sénégal. C'était l'objectif numéro 1 du code de la famille, avant la question de la modernisation de la société à travers la promotion de la femme. Mais je crois que la question de la citoyenneté était essentielle dans l'élaboration du code de la famille. Mais on ne s'est pas arrêté à ce niveau, justement au moment de l'indépendance. Parce qu'on s'appuyait sur deux instruments pour développer la citoyenneté. Le premier instrument, c'était l'école. L'école pour tous. L'école comme élément de promotion sociale, mais l'école comme formation, espace de formation du citoyen et de la socialisation, tout simplement. Il y avait l'école, il y avait l'armée, l'armée sénégalaise. Ce sont les deux mamelles, si vous voulez, de la construction citoyenne. Et à travers, justement, ces instruments, on essayait de mettre à un niveau tous les Sénégalais et d'arriver vers ce qu'on pouvait qualifier d'égalité et l'égalité des chances. Mais on ne s'était pas arrêté à ce niveau-là. À travers, justement, les transformations et les mouvements, et il y a eu des moments de rupture, parce qu'il faut insister sur les moments de rupture. 1962 ne nous intéresse pas seulement à cause de sa dimension politique ou changement de république, mais 1962 en ce sens qu'on aurait pu avoir une rupture et un déséquilibre dans l'évolution citoyenne. Et en lisant la dernière fois l'interview du général Idrissa Fall, on s'en est rendu compte. C'est parce que l'armée a eu une réaction extrêmement positive et que la question a été gérée, qu'il n'y a pas eu cette rupture citoyenne permettant par exemple la prise du pouvoir par l'armée ou une négation tout simplement de ce qu'on pourrait appeler la République. Ça, c'était un moment décisif. Le deuxième temps, de mon point de vue, c'est 1968. Je passe très rapidement parce que je voudrais insister beaucoup sur ce qui ne va pas aujourd'hui. 1968, avec la grève, l'émergence, en tout cas, d'une nouvelle vision dans le milieu estudiantin pratique principalement, mais 1968
va déboucher sur des changements et des réformes en profondeur sur le plan politique, sur le plan institutionnel, mais un rapport nouveau du citoyen avec l'État, du citoyen avec la chose politique. Et l'émergence des forces de gauche qui vont construire un mouvement social et participer à une transformation en profondeur de notre société. 1968, avec tout le travail qui a été fait, les travaux sur les institutions, mais un autre temps fort, avec l'apparition naturellement des partis politiques, les changements, je n'insiste pas, 1988. Pourquoi 1988 est si important? 1988 est un tournant. C'est d'abord, à partir de 1974, le multipartisme avec les 4 courants, mais 1988 a surpris le monde des adultes par l'irruption de la jeunesse sénégalaise sur le champ politique et sa participation à une prise de conscience, une conscientisation beaucoup plus élevée de cette jeunesse. C'est vrai que ça a été préparé sur une très longue durée, parce qu'à partir de 1968 jusqu'en 1988, il y a eu un encadrement de la part des partis de gauche, mais des partis politiques tout simplement, quand 1988 est arrivé, avec sous la houlette, il faut le reconnaître, du président d'Abdoulaye Wade, qui a été l'incarnation même de l'opposition démocratique dans ce pays, avec tout ce que cela comporte aussi, comme lutte, parfois comme violence. 1988 a vu l'irruption de ces jeunesses à telle enseigne que on était obligé d'en tenir compte dans l'élaboration et les changements qui vont intervenir. Par exemple, on va abaisser l'âge du vote, ce qui permettra à cette jeunesse de s'exprimer, parce qu'on s'est rendu compte que si on ne leur permettait pas l'expression à travers les urnes, cette jeunesse était capable de faire une véritable révolution. On a eu plusieurs mois de guérilla urbaine dans ce pays. Je pense que 88 est un moment essentiel. Mais c'est un moment aussi où nous allons assister à une très grande déception sur le plan politique. À partir de 1988-89, on a eu, par exemple, les événements entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais c'est à ce moment où la jeunesse va changer complètement d'attitude pour partir d'une autre façon, avoir une autre façon de participer véritablement à l'élévation de la conscience citoyenne. Et je trouve que le fameux 7-7 est un tournant décisif dans cette prise de conscience citoyenne. Je pourrais revenir, si on a le temps, pas maintenant, sur le comment, le pourquoi et comment ce mouvement 7-7, qui encore une fois avait surpris à telle enseigne qu'au niveau de la mairie de Dakar, il y avait toute une réflexion qui était menée sur comment prendre en compte cette demande citoyenne. C'est la naissance et la création des associations sportives, les ASC, qui sont devenues des interlocutrices véritables, justement, du mouvement urbain. Le phénomène urbain va être découvert, le phénomène politique urbain va être découvert à partir de 1988-1989. On peut toujours parler des événements sénégalo-mauritaniens et autre chose. Mais je vais retourner un peu, remonter à la période de Diouf. Qu'est-ce qui s'est passé quand Senghor a quitté le pouvoir? Nous sommes arrivés en 1980 avec Abdou Diouf comme président de la République. On peut même discuter des modalités d'arrivée au pouvoir par Diouf. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que disait Guélard, c'était devenu une époque d'espérance, avec l'implication de beaucoup d'intellectuels. Et il y avait un espoir d'un avenir beaucoup plus démocratique pendant cette période. C'est à ce moment où on a vu des intellectuels se mobiliser, avec justement sa volonté de vouloir recréer les conditions du Festival mondial des arts nègres. C'est la période où d'autres intellectuels se sont mobilisés dans le Grésen, qui était un mouvement avec les papes Ibratal, Ibader Cham, etc. C'était un mouvement qui dépassait les cadres politiques pour intégrer énormément de monde et accompagner le pouvoir du président Diouf. Mais c'est un pouvoir aussi, avec les Biram Ndiaye, c'est un pouvoir aussi qui est arrivé dans un contexte extrêmement difficile. C'est le contexte des ajustements structurels qui ne permettaient pas peut-être
de véritables réponses à la demande qui était là. Mais il y avait une implication réelle des intellectuels qui voulaient trouver, on avait le Grésen, le GRIC, d'autres activités, le Club Nation qui existait. Alors aujourd'hui, dans notre pays, c'est ce qui manque le plus. Absolument. Il n'y a pas de cadre. Les intellectuels ne sont pas impliqués. Ils ont peur des politiques et ils se sont retranchés, qui dans leur laboratoire, dans leur université, dans leur etc. Et il n'y a pas de réflexion pour sous-tendre l'action politique aujourd'hui dans notre pays. Donc après, cette période est une période aussi difficile. Difficile sur le plan politique. Il y a eu beaucoup de luttes, mais beaucoup de changements, Et c'est ça qui manque aussi, des gens qui s'engagent véritablement pour faire avancer les choses. C'est une étape. Et naturellement, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mutations. Mais il faudra attendre le 19 mars 2000, qui constitue une étape décisive dans la marche du Sénégal vers la démocratie. Mais une question revient, quelle démocratie pour le Sénégal? Je renvoie toujours à Pathé qui le disait. Parce que le modèle jacobin que nous connaissons est un modèle qui jusque-là ne prenait pas en compte les véritables besoins, et il faudra peut-être aller vers un pluralisme politique et culturel. Maintenant, on en discute, et ça, je peux le mettre dans le débat. J'ai entendu Abdou Fall dire la dernière fois, après les 47 listes qu'on a eues, c'était une grosse déception pour beaucoup, dire peut-être qu'il fallait s'en tenir aux 4 courants de Senghor et construire la démocratie autour de ces 4 courants. J'entends aujourd'hui, dans beaucoup de cercles, les gens dire, au fond, nous devons simplement, pour avoir une transformation en profondeur de ce pays, nous limiter à un seul mandat de 7 ans. Je crois que, vous l'avez déjà dit, d'autres le disent, parce qu'on ne peut absolument rien faire tant qu'on voudra d'un deuxième mandat, on ne pourra pas faire face aux forces conservatrices qu'il y a dans ce pays. Donc il y a un système qui est là, le modèle jacobin. Aujourd'hui, on a un pluralisme politique et culturel. Et que vaut ce pluralisme culturel? Alors, je disais des choses très anodines. Hein? Cette campagne électorale, je suis très surprise. D'habitude, les campagnes électorales étaient accompagnées, si vous voulez, d'activités culturelles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'activités culturelles autour de la chose politique. Je prends un exemple très simple. Où est-ce qu'on a entendu parler de Tannebert dans ce pays? Pourtant, c'était les Tannebert, les sabbats, etc. Les activités culturelles, dès la période coloniale, l'administration coloniale a pu pénétrer, même avant, sous les Catululettes, avait pu pénétrer la société en utilisant les mbotaï, les mbahal des femmes. Lamine Gueye s'est appuyé justement sur ces mbotaï, ces mbahal des femmes pour son ascension politique. Et moi, Lamine Gueye, si je l'ai vu pour la première fois, étant très jeune, je l'ai vu dans les sabars chez Adja Seynabou Gaïdate. Chez Adja Ndoumbe Ndiaye, on organise, il n'y a plus d'activité culturelle. C'est un désert total. Des conférences, n'en parlons pas. Alors, comment construire une citoyenneté consciente si cette citoyenneté consciente n'est pas interpellée et interrogée? Alors, mais pendant la période entre 2000, donc 1980-2000, il y a quand même un système politique plural. On a eu des institutions autonomes, qu'on a locales fortes, et l'existence d'une variété d'associations politiques, économiques, sociales, religieuses et communautaires. C'est ça la force, peut-être l'émergence de la société civile pendant cette période, l'émergence d'une presse privée, parfois d'une presse libre. Depuis que Takusan est né, ça a continué, mais aussi dans cette réflexion, il faudra questionner la presse et son rôle. Par exemple, si nous avions pu faire un travail de conscientisation citoyenne, c'est parce que nous étions accompagnés aussi par une presse crédible. À l'époque, c'était Sud Hebdo, Walfadjri, c'était le Cafard Libéré. J'aurais pu donner des exemples, de très nombreux exemples sur ce qu'on a fait comme travail pendant cette période-là. Donc, après le départ de Senghor, il y a eu des changements, mais même sur le plan de la réflexion, pendant la période senghorienne, il avait son socialisme africain, les marxistes-lénistes qui lui répondaient. Mais depuis cette période, quand Diouf est arrivé, peut-être aussi là, Nyoro, il faut qu'on vous pose la question. Il y a eu un changement de paradigme. Plus, par exemple, une disparition des idéologies, pratiquement, on va vers le sursaut national. Le sursaut national, qu'est-ce que veut dire le sursaut national? Mais
il est vrai que du point de vue de la réflexion, on allait vers un consensus. Est-ce que le consensus aussi n'est pas porteur? Est-ce que le consensus est porteur d'idées contradictoires, ce qui a amené le Parti socialiste au débat au Congrès sans État en 1996? C'est parce que ce sursaut national, avec son consensus, n'a pas permis véritablement un débat d'idées fort, pluriel. Peut-être aussi ça, c'est une phase ascendante à partir de ce moment-là. Alors, il y avait une idéologie plus ou moins floue qui était là. Et puis, l'essentiel de toute la réflexion de cette période de Diouf portait sur, effectivement, la démocratie, qui était beaucoup plus institutionnelle. Et, à côté de la démocratie, la question du renouveau. Que veut dire le renouveau? Et peut-être il faudra, dans les recommandations, que ceux qui restent de votre génération viennent et qu'on ait un débat sur ce qu'on pouvait avoir comme vision de façon globale. Je vais faire très vite, Dior. Mais je ne peux pas ne pas quand même évoquer dans l'élévation de cette prise de conscience tout ce qui a été fait par l'encadrement des partis de gauche. Par exemple, quand il y a eu ce problème de rupture entre Landing et Mamadou Diop Decroix, j'ai appelé Decroix pour lui dire que vous n'avez pas le droit de détruire And Jëf. Parce que And Jëf ne vous appartient pas, c'est un élément du patrimoine national. J'aurais pu le dire de la LD comme du PIT. And Jëf a beaucoup contribué à l'encadrement ici, dans ce pays, du mouvement féministe, estudiantin, mais aussi des ONG. La plupart des ONG, les ONG sont nées des flancs de And Jëf, avec Mazid et tant d'autres. And Jëf a beaucoup contribué, et tout le monde, qu'on soit de And Jëf ou pas, les gens, le mouvement maoïste était le mouvement porteur de ce changement. La LD, c'était dans le mouvement syndical, mais du milieu enseignant, avec l'encadrement de l'enseignement, de l'éducation, comme le cas du PIT, mais le PIT aussi a beaucoup contribué dans ce qu'on pouvait appeler à l'époque la participation responsable et le mouvement syndical de masse et le mouvement ouvrier. Ces partis ont joué un véritable rôle. Mais d'un autre côté, on peut aussi réfléchir sur les limites de ces partis, surtout dans le domaine de l'éducation. On pourra y revenir au moment, mais en ce moment précisément, il y avait d'autres forces aussi qui émergeaient, qui ont contribué dans le cadre de la société civile à jouer un rôle déterminant. Je pensais par exemple, avant cette période, on avait des groupes par-ci, par-là, le groupe Actance, les Jowakam, Vieux Savané, tout le monde. Il y avait des débats qu'on a menés dans ce pays, qui ont été des moments de rupture en profondeur. C'est le fameux débat sur les castes en 1989. Personne n'osait en parler. Et pourtant, c'était un débat essentiel pour aller vers une société égalitaire. Nous l'avions mené avec les Sakitiam, tout le monde, tout ce qu'on pouvait qualifier d'intellectuels gnagnos avait participé et c'était un moment essentiel. Le débat sur les castes. La laïcité, et là le rôle des femmes est un rôle déterminant, ainsi que le rôle de l'Église, parce que ce sont les deux minorités face à cela. Abdou Diouf, par exemple, pendant toute cette période, était très inquiet par deux phénomènes. Le phénomène, justement, comment on les appelle, de la montée du mouvement islamiste. C'était un phénomène que Diouf a vécu. Moustarchidine, aujourd'hui, qui revient. Eh bien, dis donc, par exemple, ici dans ce pays, on vote des lois, mais qu'on n'applique pas. On vote. Ça, c'est un des problèmes de ce pays. Mais aussi, un moment de rupture et qui continue, et qui avait beaucoup inquiété le président Diouf, d'après mes lectures, c'est la crise casamançaise. Un moment de rupture citoyenne, c'est la crise casamançaise. Mais il y a aussi, au cours de l'évolution, des événements que nous avons connus et qui ont terni. Par exemple, en 1994, février 1994, l'assassinat des policiers, qui mettait en question même le rôle de l'État, le rôle dans la sécurité, le rôle que l'État jouait sur les questions de sécurité, mais aussi, tout simplement, les élections locales de 1996, où on volait les urnes,
où il y avait un sabotage, etc. Ce qui nous avait amené à créer, mettre sur pied l'initiative du 5 mars, et c'est cette initiative du 5 mars, avec tous les débats, tout cela avait abouti sur la création de l'ONEL, l'Observatoire des élections. Alors au Sénégal, c'est comme on a l'impression de vivre une sorte de mythe de Sisyphe. On avance, on recule, on avance, on recule, et des questions reviennent constamment. Maintenant, je termine, parce que je commence à trop parler. Je peux être là jusqu'à demain avec les questions. Je termine simplement en disant que le travail qui nous attend est immense. Mon ami l'ambassadeur de Roumanie qui est parti nous disait lors de son départ, vous avez un pays fascinant, un pays que tout le monde aime. Quand on quitte ce pays, on a envie de revenir. Mais vous avez deux problèmes. C'est le problème du gaspillage dans ce pays. On gaspille trop. Et de l'indiscipline. Personne ne respecte rien dans ce pays. Je crois que ça, c'est un véritable problème. Nous avons une société qui est ancrée sur un modèle qui n'est pas porteur véritablement de changement et de mutation. Notre société est extrêmement conservatrice. Et sur cette base, au lieu de construire, on est là en train de perpétuer le modèle qui empêche véritablement ce pays d'aller de l'avant. Et avec l'utilisation des nouvelles technologies, on ne fait que renforcer la dynamique conservatrice de notre pays. Et ce sont les forces les mieux organisées, mais ce sont les forces aussi qui nous empêchent d'aller de l'avant. Je crois que chacun fait ce qu'il veut. Personne ne respecte rien. On ne respecte pas le code de la route. Vous voulez passer sur un passage clouté. Vous êtes sur le passage clouté. Aucune voiture ne s'arrêtera pour vous laisser passer. Et pourtant, on est sur le passage clouté. Je me demande même parfois si les gens prennent conscience de ce que le code comment on appelle ça, le code dit. Alors là, c'est un pays où personne ne respecte rien. La loi n'est pas respectée, elle n'est même pas connue. Et moi, je me dis, tant qu'on ne mettra pas l'école au cœur de notre système, on arrive. D'ailleurs, les gens ne vont presque plus à l'école. Il y a des zones, si on voit aujourd'hui les zones où émerge l'école, ce n'est pas le centre du Sénégal, mais c'est essentiellement la périphérie du Sénégal, mais pas le centre. Alors, si nous voulons avancer, et les problèmes, si vous voulez, d'absence de conscience citoyenne, la meilleure illustration, ce sont les fraudes aux examens.